Il n'y a pas de scission entre reconstruction et esthétique. On fait une reconstruction qui est esthétique. On essaye de faire de l'esthétique au maximum, au sens large du terme. Notre but, c'est d'avoir la reconstruction la plus jolie possible, la plus naturelle possible, et surtout la reconstruction que la patiente souhaite avoir. On va discuter technique, faisabilité et attente. Et en fait, il faut qu'on se mette d'accord avant l'intervention pour pouvoir répondre à leur attente ou mettre leur attente au niveau de ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est vraiment le sujet de ce podcast, de l'amélioration d'une reconstruction qui ne donne pas satisfaction et éventuellement à distance. Il y a des femmes qui intègrent ce nouveau sein, cette nouvelle prothèse dans leur schéma et qui en sont contentes, et des femmes qui se vivent toujours comme des femmes ayant eu une mastectomie mutilée et un sein reconstruit. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Comme je suis heureuse d'avoir pu enregistrer un épisode totalement dédié à l'amélioration des reconstructions, mais aussi à un échange cœur à cœur autour de la définition de la chirurgie esthétique versus la chirurgie de reconstruction ou réparatrice, parce que le grand public fait souvent une confusion entre les deux et pense que c'est relativement simple de reconstruire une femme après un cancer du sein. Ça peut d'ailleurs faire souffrir les femmes touchées. Esthétique, reconstruction, parfois il n'y a pas de frontières et notre échange était extrêmement riche. Qu'est-ce que les femmes peuvent attendre ? On entend souvent « oui, mais j'aurais jamais fait de chirurgie esthétique si j'avais pas eu de cancer ». Faut-il faire une telle scission entre l'esthétique et la reconstruction ? Avons-nous le droit de parler de taille, de galbe, de décolleté, de vouloir se sentir à nouveau sexy ? J'ai envie et besoin qu'on brise les tabous autour de tout cela. On a parlé d'attentes réalistes, d'attentes moins réalistes, de déception, de joie, de tout ce processus qui est loin d'être linéaire parce que non, parfois, enfin souvent, les reconstructions physiques et psychiques n'ont pas le même timing. Isabelle a donné des exemples hyper parlants de 2 patientes avec quasi la même anatomie qui n'ont absolument pas les mêmes attentes. Le job du plasticien est de bien comprendre les attentes de la patiente et de voir comment il peut y répondre, ou alors aider la patiente à adapter ses attentes en fonction de ce qu'il peut faire. Et ici, cela peut être de lever ou de baisser ses attentes. Parce qu'en plus, les attentes peuvent aussi évoluer avec le temps. C'est un processus dynamique. Nous avons parlé de patientes qui ont des reconstructions objectivement magnifiques, mais restent très blessées et insatisfaites, et aussi tout le contraire, de patientes ayant des reconstructions peu symétriques, avec encore pas mal de choses qui pourraient être améliorées ou corrigées, mais qui sont parfaitement heureuses. Tout cela est tellement personnel. L'aspect amélioration de la reconstruction de ce podcast était passionnant et surtout plein d'espoir. On a parlé d'amélioration à distance, donc des années après, quand l'asymétrie s'accentue avec le temps, par exemple, ou dans le cas d'une patiente qui a eu une overdose et n'a pas vraiment terminé son processus de reconstruction, mais ça a continué à la travailler. Bref, un super débat, un super échange cœur à cœur autour d'aspects physiques et psychiques, un épisode très complet qui devrait être entendu par toutes les femmes qui passent par là et aussi par le conjoint. Je vous souhaite une excellente écoute. Ce podcast vous est rendu possible grâce au généreux soutien de GC Aesthetics. GC Aesthetics accompagne les femmes depuis plus de 40 ans dans leur chirurgie mammaire en fournissant aux chirurgiens les produits et solutions qui servent notamment à les reconstruire. Bonjour Isabelle. Bonjour Delphine. Bonjour Neil. Bonjour Delphine.
Bon, Isabelle, tu t'es déjà présentée plein de fois sur le podcast, mais tu vas refaire une petite présentation. Et Neil, c'est le premier podcast avec toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Isabelle, de nouveau? Je m'appelle Isabelle Sarfati, je suis plasticienne et cofondatrice de l'Institut du Sein Paris et de l'unité Restitute de reconstruction. Et toi, Neil? Merci pour l'invitation. Je suis le docteur Neil Loire et je suis chirurgien plasticien à l'Institut du Sein Paris. Alors, j'aimerais commencer. Aujourd'hui, on va parler de l'amélioration de la reconstruction, mais on va aussi parler de plastique et esthétique. Alors, le grand public pense que la reconstruction, c'est comme de la chirurgie esthétique et que donc, voilà, cancer du sein, facile, boum, on place une prothèse et voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on remette un petit peu d'ordre dans tout ça parce que ça fait souffrir les patientes, parce que l'entourage n'est pas au courant. Moi, quand j'ai dit que j'avais eu 8 opérations, les gens me disent « Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a fait ton chirurgien ? C'est quand même pas compliqué. » Si c'est compliqué, est-ce qu'on peut faire la distinction pour rassurer les patientes, comme ça elles se sentent entendues, comprises et moins seules, et puis comme ça elles peuvent flanquer le podcast aussi sur les oreilles du mari ou des copines, pour vraiment bien expliquer que c'est pas aussi simple que ça. Si on doit reprendre les choses vraiment du début, on a un métier qui s'appelle chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. On s'occupe de tout. La plastique, c'est la chirurgie des tissus mous. En faisant de la chirurgie des tissus mous, on fait de la reconstruction, de l'esthétique. En fait, dans notre cursus, on apprend des techniques chirurgicales qu'on va appliquer dans la reconstruction et dans l'esthétique. Donc en fait, certes, c'est pas exactement la même chose, ça s'adresse pas aux mêmes patientes, mais c'est les mêmes techniques qu'on va utiliser en chirurgie esthétique et dans le cadre des reconstructions, et notamment des reconstructions dans le cancer du sein. Il y a toute une histoire de cancer aussi quand même, hein, donc bien sûr. Comme dit Neil, la reconstruction et l'esthétique, c'est légèrement différent, mais en fait, il y a une zone d'intersection. La limite n'est pas très franche. En pratique, on appelle reconstruction ce qui est lié à une pathologie. Lorsqu'on a eu un cancer du sein, lorsqu'on a eu un accident de voiture, lorsqu'on est né avec une malformation, on considère que c'est de la chirurgie de reconstruction. Et la société le considère aussi, puisque cette chirurgie est prise en charge par la sécurité sociale. On appelle chirurgie esthétique ce qui est la correction de quelque chose de normal, lié éventuellement à la génétique, au temps qui passe. Par exemple, une liposuction parce qu'on trouve qu'on a des cuisses un peu épaisses, ce n'est pas de la chirurgie de reconstruction. Par exemple, une rhinoplastie parce qu'on trouve son nez trop grand n'est pas une chirurgie de reconstruction. Un lifting parce qu'on veut un rajeunissement du visage, c'est pas considéré comme de la pathologie et c'est considéré comme de la chirurgie esthétique. Mais il y a des zones frontières. Il y a, par exemple, avoir des seins beaucoup trop gros. Certes, ce n'est pas lié à une pathologie, mais on considère que ça gêne suffisamment la vie de la personne pour que ce soit pris en charge par la sécurité sociale. Donc, ça peut être considéré comme de la chirurgie de reconstruction. Mais surtout, comme l'a si bien dit Neil, ce sont les mêmes techniques, c'est le même raisonnement pour nous, c'est le même idéal dans notre façon de vouloir obtenir un bon résultat. Oui, alors juste peut-être un petit mot pour l'entourage qui pense que c'est simple, en fait, de reconstruire un sein qui n'existe pas, qui n'existe plus plutôt. Ce n'est pas si simple que ça. C'est juste envie que vous vous adressiez à l'entourage pour faire comprendre que ce n'est pas simplement placer 2 prothèses derrière des glandes mammaires, quoi. Alors, je vais prendre un tout petit peu la défense de l'entourage. L'entourage a toujours envie de minimiser les choses. C'est-à-dire, t'inquiète pas, ça va aller, c'est un mal pour un bien, c'est une chance, tu vas pouvoir bénéficier. C'est pas méchant, souvent, de la part de l'entourage. Ouais. Et je pense que l'entourage a le mauvais rôle parce que c'est un petit peu difficile, mais parfois, on voit les compagnons qui viennent en consultation et qui se rendent compte un petit peu de la réalité, de la difficulté, de tout le processus par lequel la patiente doit passer. Et à ce moment-là, c'est un petit peu plus facile pour l'entourage de comprendre un petit peu tout ce cheminement un peu complexe. Oui, c'est ça, la complexité en fait de l'opération. On reviendra sur justement la scission esthétique, reconstruction, voilà, les attentes réalistes et les déceptions des patientes, mais oui. Alors, je voulais rajouter quelque chose oui, à propos de la chirurgie réparatrice, la chirurgie esthétique et de l'entourage. Le cancer du sein, c'est un cancer. Et donc, le premier objectif, l'objectif des médecins, c'est de sauver, de guérir la patiente. Alors ensuite,
il y a une relation avec la chirurgie réparatrice qui est toujours un peu compliquée. D'un côté, il y a des gens qui pensent, attendez, déjà, on les a guéris, c'est déjà bien. Et puis, il y a des femmes qui pensent, elles aussi, j'ai suffisamment vu de médecins pendant 1 an, je ne veux pas en rajouter. Mais il y a celles qui ont envie, voire besoin d'une reconstruction. Ce sont des techniques qui sont à leur disposition. Elles n'ont rien d'obligatoire, mais c'est à leur disposition. Ce sont des techniques qui sont au point et qui, en aucun cas, ne sont en compétition avec le fait de guérir la patiente. C'est en plus, si on veut, et c'est possible. Alors, j'avais justement envie d'aborder un point, et puis on en a parlé off-micro, Neil. On entend souvent que des patientes sont encore dans la réalité cancer, et quand leur plasticien parle de taille de bonnet ou d'esthétique, elles sont un petit peu « Non, mais j'aurais jamais fait de chirurgie esthétique si j'avais pas eu un cancer, donc n'osant pas spécialement demander d'avoir un beau décolleté ou une taille un peu plus grande, et donc… Tu l'as déjà entendu, comment est-ce qu'on peut faire moins de scission en fait entre la réparation pour la patiente et de dire c'est ok de vouloir être à nouveau sexy, c'est ok de vouloir un joli décolleté, peut-être même un plus joli qu'avant, c'est ok de vouloir une poitrine peut-être un peu plus ferme et grande qu'avant. Voilà, est-ce que tu l'entends? Comment tu gères ça? Ouais, alors comme tu le dis Delphine, c'est ok. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que encore une fois, il n'y a pas de scission entre reconstruction et esthétique. On fait une reconstruction qui est esthétique. On essaye de faire de l'esthétique au maximum, au sens large du terme. Notre but, c'est d'avoir la reconstruction la plus jolie possible, la plus naturelle possible, et surtout la reconstruction que la patiente souhaite avoir en premier lieu. Il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on discute, il faut peut-être qu'on montre un petit peu des exemples de ce qui peut se faire. Voilà, il faut qu'on discute avec la patiente et lui dire, voilà, ça on peut faire, ça, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut l'avoir? Alors, je dis quand même, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup à regarder des photos, en fait, de chirurgie esthétique, alors qu'en fait, c'est plus de la reconstruction. Donc, c'est vrai que parfois, les attentes sont peut-être pas réalistes alors, bon, il faut quand même savoir qu'on a fait beaucoup de podcasts, en fait, sur toutes les techniques. Donc, c'est vrai qu'on va pas reprendre toutes les techniques, mais c'est vrai que moi, je regardais des photos de chirurgie esthétique et les glandes mammaires sont plus là. Donc, voilà, on a parfois des attentes qui sont peut-être pas réalistes Comme tu l'as bien dit, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui n'osent pas espérer, demander et se mettre dans une démarche esthétique. Et à l'opposé, il y a des patientes qui se croient devant une carte de restaurant. Alors j'aimerais un bon essai, comme ça, et comme ça. Je dis, ok, on va discuter technique, faisabilité et attente. Et en fait, il faut qu'on se mette d'accord avant l'intervention pour pouvoir répondre à leur attente ou mettre leur attente au niveau de ce qu'on peut faire. Mais tout ça, ça a lieu en consultation et la décision de traitement et de technique va se faire après une communication entre un chirurgien qui connaît les techniques possibles et qui sait ce qu'il peut obtenir et une patiente qui va adapter sa demande et ses attentes à ce qui est possible. Et donc, quelquefois, lever son niveau d'attente ou quelquefois baisser un peu son niveau d'attente. Et de savoir quand même, on peut le dire que c'est quand même un long processus d'aller et retour entre joie et déception, attente, contentement, mécontentement. Quand on déballe, on s'attendait à ça, puis ce sera mieux après. C'est pas linéaire, hein, c'est quand même complexe. Et puis il y a la reconstruction physique, mais la reconstruction psychique aussi. Donc c'est quand même compliqué, quoi. C'est compliqué, et je reviens sur le rôle de l'entourage qui aide énormément, que ça soit avant le début de la reconstruction ou pendant la reconstruction, avec un rôle d'accompagnement, un rôle de soutien globalement. Certes, il peut y avoir des déceptions, mais si on fait bien son métier, qu'on explique bien les choses, normalement c'est des choses qui peuvent être corrigées, qui peuvent être corrigées, qui peuvent s'améliorer, mais que ça soit physiquement ou psychiquement aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire tous les deux justement sur le fait que la reconstruction physique et psychique n'ont pas toujours le même timing? Donc en fait, ça peut être beau, mais c'est pas encore intégré par la femme. Vous devez avoir quand même ce genre de questions ou ce genre de... La reconstruction, c'est plusieurs étapes. On l'a vu dans les podcasts précédents. Oui. Donc,
plusieurs étapes, ça signifie qu'on va passer un petit moment, on va passer un bout de chemin avec la patiente. Ouais. Ça va durer quelques mois. Et donc, pendant ces quelques mois, on va apprendre à se connaître, on va pas réagir de la même manière en fonction des patientes. Il y a des patientes qui disent, la question qu'on demande régulièrement en début de consultation, c'est qu'est-ce que vous attendez de votre reconstruction et qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour obtenir ce résultat. Je vais différencier 2 cas complètement différents. Une patiente qui arriverait et qui dit, voilà, moi ce que je veux, c'est pouvoir m'habiller, être symétrique avec un soutien-gorge, je veux des interventions pas trop invasives et je suis pas disposée à me faire opérer plusieurs fois. Je veux régler ce problème en un temps. Je n'ai pas des attentes énormes d'un point de vue de résultat. C'est déjà ce qu'elle veut, celle-là. Hein, je veux bien. Mais elle sait peut-être pas ce qu'elle veut, mais c'est ce qui est finalement, c'est l'aboutissement de la consultation. On arrive à cerner la demande. À l'opposé, je vais voir une autre patiente, quelquefois avec exactement la même anatomie, et qui va dire, alors, j'ai besoin d'un très très bon résultat. Je suis prête à me faire opérer 2, 3 ou 4 fois pour obtenir ce résultat. J'ai des attentes importantes. Je voudrais améliorer l'autre sein. Et moi, ce que je veux, c'est me déshabiller dans le vestiaire quand je vais faire du sport et me sentir à l'aise. Et je veux me promener nue dans ma salle de bain, devant mon miroir, devant mon mari, prendre des douches, que mes enfants rentrent dans la salle de bain sans me sentir gênée. Et je suis prête pour ça à faire quelques interventions. Quel que soit le temps que ça prend. Ça arrive. Et c'est très important. Ce qui, nous, est compliqué, c'est quelqu'un qui dit, alors j'ai énormément d'attentes et je veux que ce soit rapide, simple, en une fois, etc. Donc là, il va falloir adapter ce qu'on sait faire aux attentes. Mais la consultation et ce petit bout de chemin qu'on va faire ensemble, c'est fait pour s'adapter. Parce qu'en fait, les gens peuvent changer d'avis. Mais oui, les attentes, elles évoluent aussi. Les attentes évoluent. Est-ce qu'on est prêt à faire? Ça évolue. Parce que quand on voit que ça se passe bien, que la douleur est correctement gérée, qu'on peut conserver une activité professionnelle, familiale, etc., eh ben, on peut dire, ah ben, tiens, je vais augmenter mes attentes, j'en suis capable. Et parallèlement à ça, il y a quelqu'un qui va annoncer au départ des attentes très importantes, etc. Et puis qui va dire, vous savez quoi? Là, je suis bien. J'ai plus envie de vous voir. Je suis contente. Je reviendrai peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Là, je suis contente. C'est bon. Donc, les choses bougent. On n'est pas là pour mettre les gens au carré et pour donner la même demande à tout le monde. On est là pour s'adapter. Oui, alors, Neil, j'ai envie de te poser une question parce que c'est vrai que, alors, de nouveau, je suis le porte-parole de beaucoup de patientes, mais des patientes qui ont entendu que leur chirurgien disait, écoutez, venez de là où vous venez, c'est vraiment pas mal, alors que la patiente est pas contente, ou alors une patiente qui est hyper contente alors que son résultat est esthétiquement pas terrible. Donc, comment toi tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu poses toujours la question à la patiente, est-ce que vous êtes contente, quoi? Alors oui, et ça c'est la base de la consultation. Est-ce que vous êtes contente? Et surtout, comme on l'a dit, qu'est-ce que vous souhaitez avoir? Qu'est-ce que vous souhaitez améliorer? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Et à partir de cette réponse, on va essayer d'orienter sur la faisabilité de la reconstruction. Est-ce qu'on va y arriver? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et encore une fois, tout passe dans le dialogue. La consultation, il faut discuter, il faut parler, il faut essayer de se faire comprendre et faire comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Oui. Ça passe par là. Oui, enfin, c'est vrai que j'ai toujours été marquée par certaines réflexions alors j'attaque aucun médecin, mais des patientes qui avaient entendu des chirurgiens qui disaient, bon, enfin, c'est déjà très bien, mais la patiente, c'est difficile, pour une patiente d'entendre ça, c'est encore plus difficile d'entendre, mon Dieu, c'est affreux, comment vous faites pour vivre ainsi? Oui, mais c'est ça, donc le chirurgien peut vraiment rien dire, c'est quelquefois notre rôle de dire, attendez, moi, qui suis un observateur un peu neutre, objectif de l'extérieur, parce que moi, les patientes, elles nous décrivent, elles sont habillées quand elles nous décrivent leur reconstruction. Oui. Et alors, elles utilisent des termes on a l'habitude de les entendre, et quelquefois,
tu utilises des termes tellement cruels, tellement durs. Mais genre quoi? Est-ce que il y en a un qui te vient comme ça? C'est affreux. Mon sein est complètement défiguré. Ma vie est ruinée, etc. Voilà. Donc, elle se déshabille. Nous, on s'attend à voir un désastre. Alors, quelquefois, on voit un truc, c'est bien. Il y a un petit défaut, 2-3 petits défauts qu'on peut corriger. Et à ce moment-là, on a peut-être cette phrase qu'elle entend et qui est répétée, comme vous le dites, en disant « Non, mais attendez, c'est pas mal du tout. » C'est ça. C'est pas mal du tout. Et puis, quelquefois, il y a des patientes qui disent bon, j'ai un résultat, je suis contente, etc. Puis nous, on regarde et on dit on peut peut-être améliorer le résultat si vous en avez envie. Mais c'est si vous en avez envie. Donc, il y a une grande dissociation. Et tu parlais tout à l'heure de la réparation physique et de la réparation psychique. Mais c'est interactif et quelquefois, c'est pas très, très, très bien corrélé. On voit des très belles reconstructions avec des gens qui sont très impactés, très insatisfaits, très meurtris par cette histoire de cancer, de mastectomie, etc. C'est un rôle symbolique, le sein, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est le physique et le psychique, c'est pas dans un parallélisme absolu. Pour rebondir un petit peu là-dessus, les patientes qui pensent avoir une reconstruction complètement ratée, mais qui en fait sont pas si mal, etc. C'est vrai que voilà, on peut leur dire des choses qui peuvent un peu choquer, mais je pense que la reconstruction psychique, elle passe par là. C'est-à-dire que si elles entendent quelqu'un d'assez objectif, d'assez raisonné, leur dire « Écoutez, c'est pas si mal, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a pas, voilà ce qu'on peut améliorer, il y a des petites choses. » Et peut-être que là, elles vont commencer un processus de « Ah bah oui, en effet, vu comme ça, peut-être que je vais un petit peu mieux accepter la reconstruction, si c'est des petites choses, etc. » Ça peut être Alors moi, je vais vous dire peut-être quelque chose qui va un peu choquer, mais franchement, pourquoi est-ce que je ne peux pas le dire? Moi, ça me faisait du bien si je montrais à des copines qui me disaient « Mais c'est bien quand même !» D'avoir ce regard extérieur d'une amie, voilà, boum, je soulève, et ça me faisait du bien d'entendre qu'elle trouvait ça joli. Donc ce regard extérieur, bon, pas du mari, mais d'amis, je trouve que ça fait du bien. Ça répare? Oui. Ben, bien sûr. Oui. bien sûr. Ouais. D'où le rôle très important de l'entourage. Ouais. Ouais. Alors, on voulait parler de tout ce qui est amélioration et reprise de reconstruction, ce qui est quand même très propre ici à Restitute, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Hein. Bon, on sait que les chirurgiens peuvent le faire, mais c'est vraiment presque une entité sur le site internet, donc je trouve ça absolument formidable. Est-ce qu'on peut parler de ça? Je pense que vous voulez faire 2 séparations, et puis on peut aussi parler du fait qu'on peut changer de chirurgien, hein, comme aussi. Hein. Alors, je pense qu'on va parler en premier, et je pense que c'est vraiment le sujet de ce podcast, de l'amélioration d'une reconstruction qui ne donne pas satisfaction et éventuellement à distance. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas en plein process de reconstruction, on est sur quelqu'un qui a eu une reconstruction et qui, pendant un temps, n'a pas voulu, s'est pas préoccupé réellement ou s'est désespéré de sa reconstruction, a décidé que bon, ben voilà, c'est comme ça, etc. Et puis le temps passe, et puis au bout d'un moment, elle se dit, tiens, et si j'allais prendre un avis, et s'il était possible d'améliorer ma reconstruction? Ou le temps passe pas spécialement, ça peut être quelques mois après. Ça peut être quelques mois après. Mais nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on pense que c'est un domaine entier de la reconstruction. C'est des personnes qui ont été reconstruites, qui ont abandonné, et puis qui viennent nous voir en disant est-ce qu'on peut améliorer? C'est quelque chose que Neil et moi, on aime particulièrement faire, c'est-à-dire améliorer une reconstruction parce que, on va l'avouer ici, c'est souvent assez facile. C'est-à-dire que la différence, alors quelquefois c'est très compliqué, mais dans 80%, la différence entre un mauvais résultat et un bon résultat, c'est 1h30 d'intervention en ambulatoire, parce que en gros, il y a des critères dans une reconstruction. Il y a le niveau des sillons sous-mammaires, la symétrie des volumes et la symétrie des formes. Et en fait, il y a une arme thérapeutique qu'on n'avait pas il y a 15 ans, qui sont les lipofillings, que maintenant on peut utiliser. Il y a d'autres techniques aussi qui arrivent. Et tu peux donner 2-3 petits exemples. Donc un changement de prothèse éventuellement, le lipofilling, remettre des sillons au même niveau, corriger la symétrie, toucher au sein de l'autre côté, alors qu'il n'avait pas été touché au départ, ou qu'avec le temps il a été modifié. Mais
je sais pas si tu es d'accord avec moi, ces améliorations de reconstruction sont extrêmement satisfaisantes. Mais qui durent pas 5 heures, quoi. Pour la patiente. Voilà, c'est ça. Et en pour fait, nous. Voilà. Ce que je pense que tu veux dire, Isabelle, quand tu dis c'est facile, c'est que avec des petites opérations, avec des techniques qu'on maîtrise parfaitement, on arrive à avoir une satisfaction importante chez la patiente. Et la satisfaction chez la patiente, c'est la satisfaction du chirurgien également. Oui. Donc oui, c'est très agréable, on va dire, de faire ce genre d'opération. Elle ne peut être que contente, en fait, quelque part, parce qu'il y aura de toute façon une amélioration. Bon, après, on peut parler de contexte. Oui, c'est ça, on va parler d'autres contextes. Par rapport au premier chirurgien. Parce que, en fait, souvent, tout a été assez bien fait, mais il y a 3-4 petits détails à modifier. Et en fait, la patiente s'imagine que c'est énorme, que c'est énorme. Oui. Et nous, avec une petite intervention, on arrive le plus souvent à obtenir un très bon résultat, alors que la première intervention qui avait été qualifiée de ratée, c'était juste une intervention qui avait besoin d'un deuxième temps. Ben oui, mais ce podcast va servir aussi à, les patientes peuvent demander à leur propre chirurgien de continuer à améliorer. Voilà. Il faut pas spécialement aller voir d'autres chirurgiens pour améliorer, hein, donc. Alors en fait, souvent, ce type de patientes qui viennent nous voir viennent de structures qui sont un peu débordées, de structures qui n'ont pas forcément toutes les compétences de chirurgie plastique pour faire des opérations qui ont des temps d'attente extrêmement longs. Et nous, c'est pour ça qu'on les prévient qu'on peut être là pour ces patientes-là. Et peut-être parfois de changer de chirurgien et de terminer, peut-être, je sais pas. Voilà. Vous avez souvent des patientes qui viennent alors d'ailleurs, hein, pour les améliorations. Oui, on a des patientes qui viennent de chez nous et qui viennent d'ailleurs. Oui. Mais il y a plein de raisons de vouloir améliorer une reconstruction. Il y a aussi que le temps passe. Oui. C'est-à-dire que une reconstruction qui peut être pas mal à un moment donné, quand il va se passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, il va y avoir des modifications. Par exemple, les reconstructions par prothèse sont difficiles dans la stabilité de la symétrie dans le temps. Donc, une prothèse d'un côté et le sein qui est normal de l'autre. Et pour peu que la personne prenne 10 kilos ou perde 10 kilos, la symétrie va aussi être modifiée. Donc, le temps qui passe peut donner lieu à des retouches de reconstruction, particulièrement lorsque la technique de reconstruction de départ a été faite par prothèse. Oui, ok. Mais c'est bien, c'est très réconfortant d'entendre ça. Pour toutes celles qui sont pas satisfaites, qui ont peut-être pas osé continuer ou pas eu le courage de continuer, c'est encourageant ce que vous dites. Parce que souvent la reconstruction, elle a lieu un peu dans la foulée de la mastectomie. C'est-à-dire que ça fait partie du programme de départ. Oui. On se dit, OK, on va traiter le cancer, et puis on va faire la reconstruction. Et puis là, il y a souvent de l'overdose. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui n'ont pas quitté les cabinets médicaux pendant 1 an, voire 2 ans, et qui jettent l'éponge. Et puis, le temps passe, et puis elles continuent à être gênées, et puis ça continue à les travailler. Et là, on voudrait leur dire que c'est le moment d'y retourner, parce que vous allez y retourner une fois, et puis on va pouvoir améliorer cette reconstruction. Et je ne parle pas des progrès qui ont été faits en matière de tatouage d'aréoles et de mamelons. Ça a fait l'objet d'un podcast complet dans la série. Dans la série. Mais on travaille avec une tatoueuse qui s'appelle Laurence Malzard, et elle a révolutionné nos résultats. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des tatouages qui étaient faits par des gens qui venaient du monde médical. Et là, c'est quelqu'un qui vient du monde artistique, du tatouage artistique. Parce qu'au bout d'un moment, on s'est dit, c'est pas possible, ils sont capables de faire des dragons volants avec de toutes les couleurs, etc. Et nous, on n'arrive pas à faire une aréole. Donc, des femmes qui ont eu des cancers du sein, le plus souvent, et qui étaient tatoueuses, ont décidé de se lancer dans ce qu'elles appellent le tatouage 3D, qui n'a rien de 3D, puisque c'est vraiment le plan, mais c'est du trompe-l'œil. Et c'est magnifique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Neil, mais les tatouages de Laurence, oui, c'est vrai que depuis qu'on a Laurence, on c'est a génial. Dans l'équipe, c'est formidable. C'est formidable. À l'Institut, ça change tout. C'est bluffant. Même pour nous, qui avons l'habitude, les résultats des aréoles en tatouage, c'est magnifique.
Quelquefois, ça me rend un peu triste parce que nous, on s'est cassé la tête, et les patientes, elles sont contentes, etc. Très bien, mais le contentement, ça prend un petit temps, il faut que l'œdème disparaisse, etc., etc. Et on arrive dans la salle de Laurence et on voit des patientes là, c'est le full contentement, quasiment en larmes, folles de joie, qui embrassent Laurence des pieds à la tête avec un tatouage. C'est elle qui prend tout, changer de métier. Oui, c'est elle qui prend tout. C'est elle qui dépose la cerise sur le gâteau. Mais complètement, complètement. Donc, c'est vraiment... Et c'est très émouvant comme moment. Mais c'est ça qui termine, quoi. Voilà, on a fait tout un podcast, je me permets de le dire, un podcast sur le tatouage, mais surtout sur pas surtout, aussi sur la reconstruction plastique du téton. Donc voilà. Alors, j'ai envie d'aborder encore quelques petits points avant de clôturer ce podcast. Quelles sont les déceptions les plus courantes rapportées par les patientes ? C'est vrai que dans les reconstructions, on a plein de techniques différentes. Souvent, c'est la reconstruction d'un sein qu'on essaye de rendre similaire à l'autre sein. Donc, la plus grosse déception, je pense, c'est souvent l'asymétrie. L'asymétrie mammaire, qui parfois est un petit peu difficile à obtenir. Alors, techniquement, il peut y avoir des petits décalages de sillons sous-mammaires. Il peut y avoir une différence au niveau de la qualité de la peau, une cicatrice qui est un petit peu trop visible. Le sein reconstruit qui est un peu moins pointu. Oui, la projection. On a du mal à obtenir une cône, quelquefois, qui ressemble à l'autre côté. Un tombé du sein qui est pas assez important, notamment dans les reconstructions par prothèse. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui... La symétrie, c'est quand même quelque chose de... Et on entend souvent les femmes qui disent « Oui, mais moi non plus, je suis pas symétrique, mais qui sont pas passées par un cancer. » Et donc, on n'a pas toujours envie d'entendre ça. Mais c'est vrai que la symétrie, c'est quelque chose qu'on recherche quand même beaucoup. Hein. Ouais. Ça fait partie des critères un peu naturels, entre guillemets, de beauté. Donc, c'est ce qu'on souhaite obtenir au maximum. C'est pas toujours facile, ça. Non, c'est pas toujours facile, oui. L'évolution dans le temps aussi, pour les reconstructions par prothèse, c'est beaucoup moins vrai des lambeaux. C'est-à-dire une reconstruction qui était bien et qui se détériore. Mais finalement, ce dont j'ai l'impression que les femmes se plaignent le plus, surtout dans les reconstructions par prothèse, c'est que c'est un sein, mais c'est pas leur sein. C'est-à-dire que on espère avec la reconstruction faire l'impasse sur le deuil du sein. C'est-à-dire se dire certes j'ai un cancer, certes il faut m'enlever le sein, mais c'est bon, je vais pas être triste parce que on va me refaire un sein immédiatement. Mais c'est vrai, mais on perd beaucoup de la sensibilité du sein. Et il est plus ou moins bien intégré dans le schéma corporel d'une patiente. Et il y a des gens qui sont plus facilement consolables que d'autres. Il y a des femmes qui intègrent ce nouveau sein, cette nouvelle prothèse dans leur schéma et qui en sont contentes, et des femmes qui se vivent toujours comme des femmes ayant eu une mastectomie, mutilée, et un sein reconstruit qui reste pas le leur, et donc c'est voilà. D'où l'importance de la kiné aussi, de se faire masser les seins pour se réapproprier ce corps, les massages, mais même les massages tantriques, qui sont apparemment vraiment bien pour cette réappropriation du corps. Et donc on peut se faire aider, un soutien psychologique. Mais ce que je trouve bien, c'est que la kiné, elle touche le psychologue, il touche pas les seins, quoi. Donc je trouve que on peut mettre des mots sur les mots, on peut ressentir. Le rôle du partenaire sexuel. Aussi. Oui, c'est pas toujours évident pour le mari parce que le sein a eu des pansements en permanence, donc il avait peut-être plus la symbolique sexuelle non plus. C'est vrai, mais en même temps, il y a des femmes qui refusent qu'on leur touche les seins après, c'est très variable, etc. Il y a quelque chose qui se passe pas dans le cabinet d'un plasticien et qui se passe ailleurs, dans la façon de se sentir réparé et que les autres ne considèrent pas cet organe comme étant intouchable, un peu quelque chose à part. Et c'est vrai que je pense qu'une femme dont le mari a un regard bienveillant et érotisant, y compris sur le sein reconstruit, c'est plus facile que quelqu'un qui évite le problème parce que c'est comme tous les complexes, quoi. L'entourage a un rôle à jouer là-dedans. Moi, j'ai une petite question par rapport à un chirurgien homme ou femme. Ça, c'est peut-être une petite colle
Parce que là, j'ai envie aussi de parler de votre équipe que je trouve absolument extraordinaire, parce que là, maintenant, ça fait 2 jours que je suis avec vous. J'aurais presque pu dormir ici à l'Institut du Sein, mais d'avoir vraiment des hommes, des femmes, des profils différents, cette tatoueuse, des spécialités différentes, c'est très, très riche. Est-ce que, je sais pas comment je peux poser la question, mais moi, j'ai été reconstruite par un homme et puis après par une femme. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a des patientes qui préfèrent les hommes? Il y a des patientes qui préfèrent les femmes? Est-ce que vous en parlez entre vous? Alors, on en parle un petit peu entre nous. Moi, je connais un peu le point de vue d'Isabelle. Là-dessus, peut-être qu'on n'est pas forcément hyper en accord. Il y a une préférence des patientes, je pense, clairement. Des patientes me l'ont dit, souvent. Il y a des patientes qui préfèrent les hommes, il y a des patientes qui préfèrent les femmes. On a une équipe mixte. On peut répondre à toutes les demandes, toutes les préférences. Voilà dans le point de vue dans lequel on se pose, mais oui, et c'est ok, je veux dire, moi j'ai adoré être reconstruite par une femme, terminée avec une femme, parce que je trouvais que c'était magnifique, une femme qui reconstruit une femme, mais voilà, Je pense que c'est beaucoup dans l'idée de la patiente. Moi, j'ai l'impression, en tant que soignante, de pas être particulièrement genrée. J'ai pas l'impression que ce soit très important. Il y a des patientes pour qui c'est important. Elles s'imaginent de moi, qui est donc le même sexe qu'elles, un regard complice, et imaginent des hommes un regard, alors, érotique n'est pas le même terme, n'est pas le bon terme, mais un regard de l'autre sexe. Oui. Et on représente à leurs yeux, à elles, des rôles différents, des regards différents. Je pense que les préférences, c'est important. Mais ce sont leurs préférences. Mais ce qui est important, c'est d'intégrer le regard féminin, en fait. Enfin, la femme. Oui, je t'ai coupé. Non, mais en fait, finalement, on est à peu près d'accord, Isabelle. Donc, je disais des bêtises. Sur le fait que, voilà, on essaye d'être le plus objectif possible, le plus dégenré possible, d'avoir un regard féminin quand on soigne une femme, évidemment. Et en ce sens, alors voilà, peut-être que les patientes ne le ressentent pas comme ça et c'est normal, mais nous, il faut qu'on soit vraiment le plus terre à terre là-dessus, en tout cas. Oui, et neutre. Mais c'est plutôt le regard de la femme, en fait, l'image que la femme se fait, en fait, oui. Moi, je me souviens, pour illustrer ça, d'une de mes amies qui voulait absolument une liposuction des cuisses, et moi, je la regardais et je lui disais, mais t'en as pas besoin. Et elle me disait, oui, tu dis ça parce que tu veux pas le faire, parce que toi, tu trouves que j'ai des jambes très bien. Alors, elle avait des jambes plus jolies que les miennes. Je pense que c'est pour ça qu'elle pensait que je trouvais que c'était très bien comme ça, etc. Toi, tu trouves que j'ai des jambes très bien, que tu veux pas, etc., etc. Impossible de la convaincre que je pensais que c'était pas nécessaire et que c'était très bien comme ça. Et un jour, je craque et je dis à un de mes collègues masculins, je dis, écoute, tu sais quoi? On va aller voir un autre plasticien. S'il te dit, OK, c'est bien de faire une liposuction, je la ferai. Il me dit, d'accord. Donc, on va vers un arbitre masculin et se déshabille, elle lui montre ses jambes. Le type la regarde et lui dit, mais vous avez des jambes magnifiques. Et alors, elle est très contente. Elle sort de là. Je dis, mais tu te fous de moi? Il a dit exactement la même chose que là. Elle me dit, oui, mais lui, c'est un homme. Et donc, c'est une vision du regard qui est différente. Son appréciation à lui, elle l'a entendu. La mienne, il y avait une forme de rivalité. C'est-à-dire que moi, elle se dit, elle trouve que si elle avait des jambes comme ça, elle serait super contente. Non, mais c'est intéressant. Et c'est pas le même regard, mais c'est dans son esprit. C'est pas le même regard parce qu'on a dit la même chose, lui et moi. Ouais. Mais je crois qu'on a quand même couvert, beaucoup de sujets sur l'amélioration et la reprise de reconstruction, sur l'esthétique et la reconstruction. Oui, peut-être une question un peu plus délicate, mais l'exemple de patientes qui reviennent 4, 5, 6, 7 fois, qui sont pas contentes, toujours pas contentes, comment vous gérez ça? Alors ça, c'est le cœur de notre métier, je pense. C'est pas toujours facile. Tout passe par la discussion. Le problème est un peu ailleurs, peut-être, oui. Le problème peut être ailleurs. Oui, en effet, il faut essayer de voir s'il n'y a pas d'autres soucis à la maison, d'autres soucis plus personnels, voir si déjà c'est pas notre faute, en premier lieu, la chirurgie, voir si on n'a pas bien compris les attentes de la patiente, etc. Essayer de voir
comment on peut encore essayer d'améliorer les choses. Mais bon, a priori, si elle revient 6-7 fois, c'est que souvent, c'est un petit peu ailleurs, un petit peu autre chose, et c'est des choses à rechercher. Et dans ces cas-là, ce que nous, on fait en général, c'est qu'on essaye de soit passer la main, soit demander un avis à un de nos collègues de l'équipe. Et ça aide énormément. Oui, je suis totalement d'accord avec Neil. Quelquefois, on a épuisé la relation de reconstruction avec quelqu'un. Et c'est très important dans ces cas-là, quelquefois, de passer le pouvoir à un autre chirurgien de l'équipe avec un autre regard. Ça donne une nouvelle impulsion à la reconstruction. Oui, à la relation. On a l'impression qu'on se redit pas toutes en permanence la même chose. L'autre chose aussi, c'est que la chirurgie réparatrice, c'est pas la même chose pour tout le monde et on doit s'adapter. C'est-à-dire que si la demande de la patiente sur des petits détails, on peut y accéder, et que c'est des petites bricoles, et que finalement, pour avancer, elle a besoin de se dire que c'est un work in progress, et qu'elle va continuer à s'améliorer, et que c'est en s'améliorant qu'elle arrivera à faire le deuil, et qu'elle a besoin d'une petite intervention de temps en temps. Si c'est des petites interventions superficielles, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Neil. Bien sûr. On peut toujours faire, du moment qu'on ne prend pas de risque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre de risque pour la reconstruction. Mais s'il s'agit de faire quelques gouttes de feeling pour améliorer une reconstruction, si on est d'accord sur les attentes et sur les techniques, on peut y arriver. Les attentes réalistes, quoi. Oui, on peut le faire. Nous, on a une réunion tous les 15 jours qui est un staff de chirurgie plastique. Plus que vous 6, en fait. Il n'y a pas que nous 6, il y a des plasticiens qui viennent de l'extérieur, il y a Benjamin Sarfati qui vient aussi, et puis on a des étudiants étrangers, des chirurgiens étrangers qui sont dans notre équipe, qui viennent au staff, mais c'est un staff qui est ouvert aux plasticiens, et on se montre tout, c'est-à-dire tout. On se montre les cas difficiles, on se montre les cas qui nous posent un problème, on prend des avis, et le fait d'être en équipe et le fait d'être plusieurs à envisager la reconstruction, à la fois, ça nous monte ça monte le niveau. Oui. Mais nous, on progresse de niveau grâce aux autres, parce que du coup, quand il y a 8 plasticiens ou 10 plasticiens qui commentent une reconstruction en disant oui, mais là, on pourrait faire ci, et là, on pourrait faire ça, etc., ça renouvelle les choses, ça permet quelquefois qu'une patiente passe d'un chirurgien à l'autre. C'est dynamique, c'est agréable pour nous et pour les patientes. C'est assez rassurant de pouvoir dire, écoutez, madame, je comprends, on va discuter de votre dossier, on va se mettre à plusieurs plasticiens et on va voir si on est tous d'accord ou s'il y a certains qui proposeraient d'autres techniques. Et ensuite, on en rediscute avec la patiente et c'est très dynamique pour nous. En fait, c'est 1 + 1 égale plus que 2, en fait. Égale 3, exactement. Donc, ça crée une émulation. Mais c'est un petit peu comme dans tous les milieux professionnels. Ce staff, c'est un peu notre machine à café, un peu plus organisée. C'est-à-dire que, on va discuter, on va confronter les points de vue, on va aborder de nouveaux points de vue grâce à la discussion, grâce aux échanges avec les collègues. Et du coup, on va s'améliorer, on va trouver des nouvelles solutions, on va trouver des choses pour améliorer un petit peu les patientes. Ouais. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Il nous reste encore 2 podcasts. Rappelle-moi. Il va y avoir reconstruction par lambeau avec Neil et Kim. Voilà. Et il va y avoir la reconstruction immédiate et différée. Voilà. Merci de tout cœur. Et voilà, merci en tout cas pour la disponibilité le week-end. Je tiens à dire qu'on est dimanche midi. Et vraiment, merci de tout cœur. Merci Delphine pour ton implication et pour le rôle de représentante des questions des patientes et de la courroie que tu fais entre la communauté des chirurgiens et la communauté des patientes. Elles ont en toi un porte-parole dévoué et charmant. Merci beaucoup. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages,
que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.